effectivement, j'aurais peut-être dû appeler finalement mon exposé l'intelligence de l'action, puisque dans le fait d'agir sur le réel, eh bien, on a démontré certaines capacités de cognition, de perception, etc. Et donc, le sujet, moi, dans lequel je travaille depuis des années, ce sont les applications médicales, médico-chirurgicales. Donc, on va parler beaucoup d'intervention. Donc, dans intervention, c'est de la chirurgie, c'est de la radiologie interventionnelle, c'est de la radiothérapie. C'est toutes sortes de spécialités cliniques où un opérateur humain agit sur le patient au moyen d'instruments divers et variés. Alors, ce geste interventionnel, depuis près de 4 décennies, depuis plus de 4 décennies, bientôt 50 ans, il est assisté par ordinateur pour pouvoir aider les opérateurs, les praticiens, à maîtriser finalement la complexité du geste, alors qui est due à différents facteurs, hein, de plus en plus. Grâce au diagnostic précoce, on va avoir des cibles, par exemple enlever une tumeur, ça va être de plus en plus petit. On va vouloir être de moins en moins invasif, donc avoir des abords très petits, là encore, donc un peu une perte de perception de dextérité. Et puis, là où on peut se réjouir en tant que patient, la médecine devient de plus en plus personnalité, donc on va avoir vraiment à ne pas avoir que des stéréotypes d'actions, mais des actions vraiment spécifiques de chaque problématique de patient. Et comme dans tous les domaines de notre société, là encore, on a un afflux d'informations. Alors vous allez voir, moi je traite beaucoup d'images également, mais il n'y a pas que des images qui concernent le patient, il y a des signaux, il y a son historique, il y a plein de choses, des données éventuellement biologiques qui interviennent. Donc pour maîtriser tout ça, on va essayer d'aider le médecin dans 2 directions, à la fois justement essayer de mieux utiliser toutes ces données pour préparer un geste, le planifier et évidemment pour le réaliser de manière efficace d'un point de vue clinique et sûr. Donc la sécurité étant pour les équipes et pour le patient. Et également, une des problématiques qui va avec l'accélération des nouvelles technologies, des nouvelles techniques médico-chirurgicales, c'est qu'on n'a plus le temps d'apprendre, on n'a plus le temps de se former. Et du coup, il faut faire quelque chose, il faut aider la formation et il faut aider à comprendre ce qu'est le geste pour mieux l'évaluer. Donc, avoir une idée de la qualité. Alors, les applications du domaine, elles sont variées, on en verra des exemples par la suite, mais vous voyez, ça couvre à peu près toutes les spécialités de la chirurgie, de la microchirurgie. Ça couvre aussi, comme je disais, la radiothérapie avec ses différents modes d'action, la radio interventionnelle, hein, où on va mettre des stents par des voies vraiment mini-invasives. Et donc, de l'évolution de ces applications est née également des évolutions technologiques. On a de la miniaturisation, on a besoin d'être de plus en plus réactif, adaptatif au bouger, aux déformations des organes. Donc le niveau de difficulté sous-jacent pour les systèmes d'assistance augmente vraiment beaucoup. Alors, commençons du coup par la question de l'augmentation du geste. Alors, comme je l'ai dit, on a beaucoup d'informations. Et une des problématiques vraiment importantes qu'aura, par exemple, le chirurgien, c'est bien d'intégrer toutes ces informations, alors non pas de façon assez vague mentalement, mais d'avoir vraiment une représentation précise de tout ça ensemble. Alors, je vous ai mis un petit exemple qui vient de collègues de MIT et Harvard Medical School. Vous voyez, c'est pour une application en neurochirurgie où le patient a eu un scanner de multiples séquences d'IRM, peut-être d'autres images, peut-être également on a de l'information qui viennent d'atlas, des sortes de cartographies typiques d'une région anatomique, et par des méthodes logicielles, on va mettre ensemble vraiment, vous voyez, dans un même référentiel, une représentation unique, toutes ces informations, ce qui est vraiment une aide énorme pour avoir une meilleure compréhension, une meilleure planification du geste. Alors là ne s'arrête pas la difficulté, c'est quand on a le vrai patient, eh bien, il faut savoir transférer ce qu'on a modélisé en quelque sorte sur la situation réelle, et s'il bouge. Alors, quand il est endormi, il n'est pas censé bouger, mais enfin, il n'est pas non plus vissé à la table. Donc, il va falloir mettre à jour ces choses-là. De même, si vous utilisez un robot, le robot a ses propres référentiels de description de son mouvement.
Et donc, il faut être capable de faire les liens entre toutes ces, vous voyez, chacun de ces éléments d'information qui sont pris vraiment à des temps différents, avec des capteurs différents, qui peuvent concerner des patients différents. Eh bien, il faut les mettre ensemble pour aider à réaliser le geste. Alors, c'est vraiment cette fusion d'informations, c'est une grosse partie, je dirais, de l'intelligence du geste. On n'aura pas le temps de discuter des méthodes, mais voilà, c'est un corps de technologie et de méthodes, et ça reste encore d'une grande difficulté, même dans le domaine de la recherche. Alors, on met tout ça dans une méthodologie qu'on appelle perception, décision, action, où voilà, on acquiert des données sur le patient, vous avez vu, et on les fusionne avec des tas de connaissances a priori. Ça peut être aussi des modèles biomécaniques, des modèles statistiques de formes d'organes, je ne sais quoi, ou de pathologies, de lieux d'occurrence de ces pathologies. Et sur cette base, on va planifier le geste. Donc ça nécessite, si on veut faire ça par des moyens informatiques un petit peu évolués, de définir déjà ce qu'est la finalité du geste, de savoir le traduire en des problèmes mathématiques qui soient susceptibles d'être résolus par un ordinateur ou faits en interaction avec l'utilisateur. Et in fine, une fois qu'on a fait on a choisi la stratégie et comment on allait la mettre en œuvre, eh bien, il va falloir la réaliser comme on a prévu. Donc c'est là qu'interviennent ce qu'on appelle les systèmes de guidage. Donc je vais passer un petit peu plus de temps dessus juste après pour vous expliquer. Mais toute cette boucle de perception, décision, action, elle se fait avec cette idée de qualité. Hein. On est dans un domaine clinique et donc non seulement il faut que ça soit sûr, mais il faut que ce soit efficace cliniquement. Donc il ne s'agit pas d'être content parce qu'on met un robot et qu'il est précis. Il faut montrer que le robot permet de faire mieux, d'avoir un meilleur résultat clinique pour le patient. Donc c'est, vous voyez, au-delà d'une évaluation technique des choses, il y a vraiment la chose clinique comme pour la preuve de médicaments, c'est vraiment les mêmes démarches. Alors, les systèmes de guidage du geste, hein, c'est le GPS du chirurgien, la navigation chirurgicale, ça a à peu près 35 ans. Et donc, ce que vous voyez ici, la petite animation, en fait, c'est pour de la chirurgie de la colonne vertébrale. Le patient a eu un scanner. On a planifié une trajectoire idéale. Typiquement, c'est le petit carré jaune là que vous voyez, qui permet d'aller mettre une vis dans une vertèbre, par exemple pour des patients qui ont la scoliose. Et en bleu, en fait, c'est la trajectoire qui est en train de s'exécuter pour le clinicien. C'est vraiment la métaphore du GPS pour votre automobile. Vous avez un but, une trajectoire, et ensuite, à chaque fois, votre voiture est localisée et ça vous dit au prochain carrefour où aller. Mais vous faites ce que vous voulez, vous pouvez aller à un autre endroit. Et là, c'est tout à fait ça. Et alors, ce qu'on voit dans l'exemple juste à côté, qui est pour une autre intervention, pour de la ponction sous scanner, vous voyez, il y a un des inconvénients, malgré le fait que ces systèmes soient vraiment beaucoup utilisés, c'est qu'on a une espèce de discontinuité perceptive. On travaille là et on regarde ici, ce qui est quand même pas toujours très bien. Et donc, très vite, les gens ont essayé de faire de la réalité augmentée, donc c'est-à-dire de mixer l'information utile à la scène lorsqu'elle se réalise. Alors là où c'est le plus facile, mais le facile a encore un petit peu des guillemets, c'est quand la chirurgie de base qu'on utilise, elle utilise des images. Donc, par exemple, quand on fait de la microchirurgie sous microscope opératoire, on peut rajouter dans l'image du microscope opératoire des informations utiles. Alors, sous-entendu qu'avant, vous avez été capable de faire le lien entre ces données et la situation à l'instant T, hein, ce qu'on a dit avant. Là où c'est également très étudié, dans les images endoscopiques, ce que vous voyez ici, la référence de Cotin et al., donc, où là, c'est de la chirurgie sous vidéo, donc le chirurgien voit ce qu'il fait à travers une image caméra, souvent 2D, et donc la problématique va être donc, de mettre l'information utile là où elle doit être. Donc on va utiliser des casques de réalité augmentée, hein, on en fait beaucoup de la publicité. Vous voyez, donc l'opérateur, là, il a des lunettes semi-transparentes et il a la perception de voir à travers la peau du patient, hein, puisqu'on voit là les structures osseuses.
Alors, c'est quand même, voilà, c'est une illustration de quelque chose qui est quand même pas très utilisé pour les raisons que je vais vous donner à l'heure actuelle. Une des grandes problématiques, c'est que tout bouge et se déforme. Alors, typiquement, l'exemple du foie, ici, je pense que c'est un foie. Alors, vous voyez que dans cette situation-là, voilà, il y a une cible qu'on vise, et puis il faut faire attention à des structures anatomiques, l'arbre vasculaire, l'arbre hépatique. Et donc, toute la difficulté, c'est quand le chirurgien opère, ben, il bouge, il le déforme, le foie, et donc il faut être capable, en temps réel, de non seulement détecter ces informations, ces déformations, ces bougées, mais il faut également être capable de les propager sur le modèle du patient. Donc le modèle, ce n'est pas juste une cartographie un petit peu statique, c'est vraiment un modèle qui doit être dynamique, qui doit être presque vivant, où on est capable après, du coup, de modéliser les déformations non seulement du foie, mais également des structures internes pour mettre ça à jour en temps réel. De la même façon, quand on a un casque de réalité augmentée, bah, si les structures anatomiques bougent, c'est pareil, il faut les suivre. Et si l'opérateur humain, le médecin bouge, évidemment, son point de vue change, il faut mettre ça aussi à jour en temps réel. Donc, beaucoup de démonstrations de faisabilité, mais à l'heure actuelle, quand même pas beaucoup de choses qui sont utilisées en clinique. La seule exception notable, c'est vraiment le cas de la neurochirurgie, où ça fait longtemps que les gens utilisent cette information pour la microchirurgie. Alors, troisième type de techno, la robotique. Alors, un robot, c'est compliqué. Donc, pourquoi mettre ça au bloc opératoire? Alors, typiquement, vraiment, l'intérêt que ça a, c'est que le robot, c'est vraiment une interface physique entre l'ordinateur, les données, et la réalité tangible, et le patient, et le bloc opératoire, si c'est un bloc opératoire, ou la salle de radio interventionnelle. Alors, les premières applications, par exemple en neurochirurgie, le robot venait vraiment matérialiser une trajectoire, par exemple pour aller mettre une électrode dans le cerveau de patient, donc des travaux typiquement qu'on a fait à Grenoble il y a déjà de nombreuses années. Alors, au-delà de cet aspect de matérialisation du plan opératoire, donc ça peut être juste guider le geste, ça peut être aussi faire le geste, on verra des exemples. Et un robot, ça a plein d'autres propriétés, c'est que ça peut porter un dispositif très lourd. Donc là, on voit par exemple un robot porte-microscope opératoire. Là, on voit un robot pour de la radiothérapie. Donc le système de radiothérapie est ici et le robot permet de donner des incidences diverses à ce système. Une des possibilités et propriétés du robot aussi, c'est que potentiellement, il a une résolution de déplacement ou de force qui est au-delà de la précision humaine, et donc ça peut être intéressant pour de la microchirurgie. Et puis ce qui va beaucoup nous intéresser, c'est quand, vous allez voir sur cet exemple-là, quand la cible qu'on vise est susceptible de se déplacer, eh bien, le robot va pouvoir, moyennant le fait qu'on sache le faire, se déplacer, adapter ses trajectoires. Enfin, on a la capacité d'avoir de la miniaturisation pour aller dans le corps du patient. Donc là, vous voyez ce qu'on appelle la robotique flexible, où on va typiquement utiliser un robot pour aller dans l'arbre vasculaire, dans l'arbre bronchique, pour faire différentes interventions. Et là, d'autres choses où on est vraiment à un niveau de miniaturisation beaucoup plus grande. Par exemple, là, c'est des travaux de collègues suisses pour faire de l'injection de médicaments dans la rétine, dans les vaisseaux de la rétine. Alors là encore, là je vous ai mis des finalités qui sont techniques, mais il y a toujours à montrer que ça sert à quelque chose d'un point de vue clinique. Alors tous ces systèmes d'assistance, ils sont là avec l'opérateur humain, et donc on essaie de créer une synergie pour que ça se passe bien. Et donc ces deux acteurs ont à partager à la fois les informations et l'espace physique, et donc il y a différents niveaux de coopération. Alors, ces niveaux, ils peuvent être, justement, je vous l'ai dit, on a besoin de planifier, donc de chercher les stratégies possibles opératoires, d'en choisir une, sa mise en œuvre, ensuite de l'exécuter, et au fur et à mesure, il faut s'assurer que ça se passe bien, donc c'est le monitorage, et s'il y a des choses qui bougent dans l'environnement, il faut être capable d'ajuster ça, donc éventuellement refaire de la planification. Donc les deux systèmes vont pouvoir agir à la fois sur le côté de la prise de décision, mais également sur le côté de l'action, si le robot participe,
ou bien, enfin, sur le côté capteur, perception, puisque on peut aussi doter le système d'assistance d'un tas de capteurs qui sont au-delà des sens humains, et ça peut être très utile. Alors on a aussi plusieurs granularités possibles qui posent la problématique de quelle automatisation. Donc là, c'est des dessins, des illustrations un petit peu exagérées de la chose. Vous voyez, c'est pour juste illustrer le fait qu'on peut se situer vraiment au niveau global du processus, considérer finalement une chirurgie ou une intervention comme tout un processus avec des flux d'informations, des flux d'actions, et donc travailler à l'automatisation de tout ça. Ou bien on veut plus ou moins remplacer l'opérateur humain, faire cette espèce de robot humanoïde, ou finalement on peut avoir des dispositifs très intégrés pour aller faire un truc vraiment très particulier. Là, voilà un petit robot qui serait censé agir sur des cellules sanguines. Donc vous voyez qu'il y a une variété de possibilités. Alors la réalité clinique des interactions entre les humains et les robots, en termes des choses qui existent dans la vraie vie, dans les hôpitaux en France et dans le monde, il y a 3 modes d'interaction. Le mode, je dirais le plus, on va dire peut-être le plus évolué, je ne suis pas sûre que c'est le plus évolué finalement, c'est la supervision, c'est-à-dire on planifie, l'opérateur planifie sur un ordi, après on transfère ça sur le robot fait une partie du geste en général, et l'humain supervise. Alors, un exemple, donc le mouvement là est automatisé. Un exemple assez récent, c'est des équipes suisses, c'est l'université de Berne et ensuite une entreprise qui a industrialisé ça. C'est un robot pour faire de l'insertion d'implants cochléaires, et donc on va aller faire on va percer le crâne. Le geste est très simple, en fait c'est une trajectoire linéaire, mais c'est dans un espace très contraint. On passe l'outil entre 2 nerfs très, très importants, un relatif au goût et l'autre, je crois, aux mimiques, un nerf facial. Et donc, il faut monitorer en fait la précision du robot et garantir la sécurité. Donc, ce qui est intéressant dans ce dispositif, c'est tous les capteurs qu'il y a au-delà de la précision du robot. On a des choses pour faire du neuromonitoring, pour être sûr que le robot est à distance des nerfs. Et puis, on monitore aussi les forces quand on insère les outils de façon à contrôler qu'on est bien dans le bon os par rapport au scanner, en termes de dureté par rapport au scanner. Alors, une autre approche, c'est ce qu'on appelle le contrôle partagé, où finalement, vous voyez, l'outil est sur un robot, est porté par le robot, et l'utilisateur bouge, manipule cet outil, et le robot, finalement, va contraindre le geste. Alors, ça peut être une contrainte statique, c'est-à-dire on a une trajectoire linéaire à faire, le robot positionne un guide et on s'appuie dessus. Ou bien ça peut être vraiment dynamique, et l'exemple ici, c'est une entreprise qui s'appelle, qui a changé 20 fois de nom, comme dans tous ces systèmes qui sont achetés, rachetés, rachetés. Maintenant, c'est Stryker. Et donc, vous voyez, ce système, est utilisé pour usiner des cavités osseuses quand on pose des prothèses, par exemple sur le genou. On a besoin de préparer une cavité osseuse, et en fait le robot va faire en sorte que quand le chirurgien bouge l'outil dans cette région-là, eh bien, il peut bouger tout à fait librement, mais le robot va lui interdire de sortir de cette zone rouge. D'accord ? Donc vous voyez, c'est une espèce c'est comme un copilote ou un système d'empêchement de faire des bêtises. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que ça garde l'opérateur dans la boucle. Et enfin, troisième type de système, c'est finalement le plus basique, je dirais, c'est où chaque instant, l'opérateur humain contrôle le déplacement des outils chirurgicaux, des outils qui sont au bout du robot, donc en temps réel. Et alors là, en général, on a besoin quand même de savoir ce que fait le robot. Alors on n'est jamais très loin. Alors on pourrait imaginer qu'il y a des milliers de kilomètres, mais le plus souvent, c'est quelques mètres. Et donc on a quand même besoin de savoir ce qui se passe. Donc souvent, on a un retour visuel pour de la chirurgie endoscopique ou pour de la radiologie interventionnelle.
Et puis, quelquefois, on a un retour haptique pour sentir en fait ce qui se passe à distance. Et donc, un exemple ici pour de la radio interventionnelle. Vous voyez que le robot, en fait, est là. Il va insérer des cathéters qui sont pilotables. Et le radiologue interventionnel a une imagerie radiologique en temps réel qui lui permet de piloter son robot. Puis là, il y a un retour haptique. Voilà. Alors, en termes d'autonomie, d'intelligence de ces robots, si on peut dire ça comme ça, alors, j'ai repris cette illustration de mes collègues qui avaient fait une publication dans Science Robotics, où en fait les degrés d'autonomie étaient un peu calqués à des choses qui sont utilisées pour décrire l'automatisation dans les automobiles. Alors, le niveau 0, dans votre automobile, c'est quand même pas 0, c'est vrai que maintenant, on a tous la direction assistée, un ABS, donc c'est des petites aides. Mais voilà, alors si je reprends la métaphore automobile, le task autonomie, ce serait le parking automatique, et puis le full automation, c'est le système qui décide de votre trajectoire, du timing, éventuellement, et surtout aussi qui pilote votre voiture sans que vous ayez rien à faire. Alors pour la robotique médicale, alors où est-ce qu'on en est? Ben, en fait, on n'en est pas loin. Alors ça vous rassurera peut-être ou ça vous décevra, mais donc la plupart des systèmes qui sont en clinique sont vraiment la téléopération, elle est vraiment dans cette zone-là. Donc une grosse perte, vous voyez, dès qu'il y a un peu d'autonomie, il n'y a plus grand-chose qui existe, pour des raisons que j'évoquerai après de sécurité, de complexité. Alors l'exemple notable que je voulais vous montrer, alors je vais lancer la vidéo. Donc c'est ce système de radiothérapie que je vous ai montré dans une slide précédente. Vous voyez, qui a la capacité en fait de suivre, par exemple l'illustration c'est pour une radiothérapie du poumon, et donc voilà, il est capable de détecter la respiration du patient en suivant la position du thorax. Il y a des capteurs pour ça, et il y a eu un modèle qui a permis de faire le lien, un apprentissage qui permet de faire le lien entre le bouger du thorax qui est comme ça et le bouger des organes à l'intérieur qui serait plutôt comme ça et puis qui est un peu plus complexe que ça. Et donc à partir de ce pré-apprentissage pour chaque patient, on est capable, comme ça, d'adapter en temps réel la trajectoire du robot à la tâche qui est en train de se faire avec la respiration du patient. Mais voilà, c'est un des rares systèmes avec de l'autonomie un petit peu sophistiquée. Alors les gens travaillent quand même dans les labos sur cette problématique d'essayer de mettre de l'automatisation. Alors on se posera la question de savoir si on en a besoin, si on n'en a pas besoin, mais en tout cas, quelquefois c'est utile. Et donc le compensation de mouvements physiologiques, c'est typiquement le suivi respiratoire, mais ça peut être la synchronisation avec le cœur. Donc là, vous voyez, ça peut être un peu plus compliqué parce que les fréquences sont vraiment différentes. On a travaillé dans mon équipe sur le suivi automatique d'instruments. Donc ça, c'est un petit robot porte-endoscope. Donc l'endoscope est la caméra qui permet de voir la scène opératoire. Et donc dans la version initiale, ce robot avait une commande vocale. Donc le chirurgien disait déplace-toi à droite, à gauche par rapport à l'image. Donc, ce qui est quand même assez pénible. Et donc, on a développé des méthodes qui font que le système, par analyse d'image, est capable d'adapter sa position à ce qu'il faut voir dans les images. Donc, il faut détecter les instruments en temps réel pour les garder au centre de la scène, par exemple, ou détecter un organe. Donc, il y a toute une problématique de traitement d'image qui est extrêmement complexe. C'est un peu plus complexe que les petits chats et les petits chiens. Là, vous voyez, c'est des images où il va y avoir plein de réflexions. Cette image est plutôt de très bonne qualité. On a souvent des réflexions parce que les instruments sont métalliques. Il y a de la vapeur, il y a des fumées, il y a des tas de choses qui font que c'est des images très difficiles. Et alors, plus près de nous, là, on va voir ici, je crois que c'est une animation, si je me souviens bien, voilà. On a aussi des études qui concernent des micro-tâches. Alors, dans la chirurgie, on fait beaucoup de sutures, dans les sutures, on fait beaucoup de nœuds. Et donc, à partir de vidéos de gestes faits par des êtres humains avec un robot, typiquement un robot comme ça à 2 bras, eh bien, on est capable, par des méthodes d'apprentissage profond, avec de l'apprentissage par renforcement et des tas de méthodes un petit peu plus modernes,
ce résultat de Johns Hopkins University et Stanford. Vous voyez que le robot est capable automatiquement de faire des nœuds et est capable, on parlait de généralisabilité, capacité à généraliser, et bien là, on est capable à réagir à des événements perturbateurs. Donc, des types d'approches différentes. L'asservissement visuel que j'ai mentionné en haut, donc là où finalement la tâche, c'est une tâche visuelle et c'est plus une tâche de déplacement de robot, mais on lie les deux. Des choses d'IA, et souvent on a besoin d'introduire beaucoup de modélisation comme a priori sur ce que l'on veut faire. Alors, un petit exemple aussi, alors je ne sais plus où j'en suis de mon temps, j'ai encore 10 minutes, oui, encore au maximum. Donc, je vais aller vite. Donc, c'est une problématique, une tâche, on met aussi, quand on fait des ponctions, des choses comme ça, on insère des aiguilles. Et vous voyez que, en fait, les aiguilles, quand on a une aiguille biseautée, comme ça, naturellement, à cause des forces de réaction asymétriques, l'aiguille, elle a tendance à se courber pour aller dans ce sens-là, ce qui est quand même embêtant quand on va aller en ligne droite. Mais si on sait jouer de ça, en combinant des translations et des rotations de cette aiguille qui est censée aller à la ligne droite, eh bien on est capable de faire des trajectoires complexes comme ça. Et donc c'est des travaux sur lesquels beaucoup de gens se penchent. On appelle ça le needle steering en bon français. Donc on a travaillé là-dessus, on a le système des tissus biologiques. Alors nous on a travaillé sur un exemple de la prostate. Et puis une aiguille qu'on veut insérer, et on a un robot qu'on veut contrôler pour atteindre la cible, par exemple le petit point vert, en dépit de ses imprécisions et en évitant certains obstacles. Alors pour ça, on a besoin forcément d'avoir des capteurs. Donc le robot donne de l'information sur sa position, et puis il faut observer ce qui se passe. Donc on a des ultrasons 3D qu'on acquiert à environ une image, un volume par seconde. Et puis, comme finalement la courbure de l'aiguille dans les tissus va dépendre de la dureté relative de l'aiguille et du tissu, eh bien, on utilise ce qu'on appelle l'élastographie, c'est-à-dire un type de capteur là, basé sur les ultrasons qui rend compte de variations. Vous voyez, la zone bleue et la zone rouge ont vraiment des duretés vraiment différentes, ce qui permet de savoir ce qui va se passer, d'anticiper qu'il va y avoir une modification de trajectoire pour l'aiguille. Alors comme tout ça, c'est des données très bruitées, c'est très difficile, il y a plein d'artefacts dans les ultrasons, on a besoin de méthodes robustes pour faire la détection de l'aiguille et le suivi de la cible, et donc on va également introduire un a priori de modélisation, un a priori assez simple qui va servir à faciliter cette détection et le suivi. Et tout ça va être utilisé pour planifier à chaque instant la trajectoire et donc envoyer les commandes au robot. Alors, planification de trajectoire, moi, il y a longtemps, je faisais de la robotique pas médicale. C'était toujours des algorithmes d'une grande complexité. Si on voulait avoir des algorithmes qui donnaient une solution, il fallait être exhaustif dans l'exploration. Et donc, après, les gens ont plutôt utilisé des méthodes stochastiques avec une exploration partielle de l'espace. Et donc là, c'est ce qu'on fait. Je ne sais pas si... J'essaye de lancer la vidéo. Voilà. Alors, on voit que ça, c'est du temps réel. On a une génération en temps réel à partir de toute cette modélisation, ces captures de données qui permettent d'atteindre la petite cible rouge au fond en évitant l'obstacle bleu. Et on a des critères d'optimalité pour choisir à chaque instant celle qui nous plaît le mieux et qui minimise aussi les rotations de l'aiguille pour ne pas abîmer les tissus. Donc vous voyez déjà, pour ce problème qui est quand même qui n'a pas l'air très compliqué à la base, eh bien, les techniques de mise en œuvre d'automatisation sont assez complexes. Alors justement, quand on veut automatiser, il faut quand même savoir ce qu'on automatise et le modéliser, et ça sert aussi à évaluer le geste, sa qualité. Et les premiers travaux, finalement, dans ce domaine-là, ont vraiment été suscités par l'avènement de la chirurgie qu'on appelle laparoscopique. Donc vous avez une caméra qui permet de voir dans le patient des instruments, et donc le chirurgien opère sous vidéo, donc souvent c'est du 2D,
Et en plus, vous voyez bien que il y a cette contrainte du point d'entrée là qui modifie vraiment le geste, on perd des degrés de liberté. Et donc, en plus, si on utilise maintenant des choses encore plus modernes comme ça, qui permettent d'aller via un endoscope flexible, là ce que vous voyez, c'est des instruments. Et donc, il y a des joysticks, là, il y a 2 opérateurs qui sont nécessaires pour piloter cet endoscope flexible et les instruments qui sont au bout. Donc, d'une grande complexité. Quelles que soient même les techniques de la laparoscopie de base, nécessitent finalement de réapprendre le geste. Et donc, à cause de la laparoscopie, les gens se sont posé la question de comment on fait pour entraîner les opérateurs à cette nouvelle techno. Et on a inventé des espèces de... Alors, c'est des simulateurs pas numériques. On peut parler des simulateurs numériques à un autre moment, si vous voulez. Mais là, ce sont des simulateurs physiques. Voilà, c'est un pseudo-patient, la caméra, les instruments. Puis dedans, on a une pseudo-scène opératoire qu'on voit ici sur la... Et on peut avoir de l'instrumentation pour capter les mouvements. Et vous voyez qu'en fait, on fait faire des tas d'exercices. Là, c'est une découpe précise. Là, c'est de la manipulation d'objets pour les amener à différents endroits. Là, c'est de la trajectoire fine. Et finalement, là, c'est ce qu'on mesure, c'est plutôt de la dextérité et la capacité à compenser le perte de perception 3D. Donc, les gens ont utilisé des scores pour essayer de noter est-ce que l'apprenti est bon ou n'est pas bon. C'est très qualitatif, hein, ça va être par exemple, est-ce que l'opérateur travaille bien avec ses 2 mains? Donc non, pas du tout, oui, vraiment, et puis bof, moyen, et puis il y a des petites variations, mais le plus c'est entre 1 et 5, et souvent c'est 3, 5 ou 1, les gens n'utilisent pas trop les autres notes. Et il faut un observateur pour noter, et il y a une grande variabilité. Donc voilà, ça a un intérêt d'entraînement, mais ce n'est pas avec ça qu'on va pouvoir vraiment qualifier la chirurgie ou le geste interventionnel. Donc on essaie de modéliser, là encore, ce que c'est une procédure. Donc vous avez des aspects plus en termes d'ontologie, c'est les notions qui sont manipulées, les flux d'informations. Et puis quelque chose de plus opérationnel, ça m'a fait penser à ça quand tu parlais, Stéphane, de la physique et des modèles hiérarchiques. Et bien là, c'est pareil, une chirurgie ou une intervention, c'est très protocolisé, mais il y a des phases, des sous-phases, puis des sous-sous-phases, et chacune est caractérisée typiquement également par des instruments éventuellement qu'on utilise ou pas. Et alors, plus récemment, les gens ont commencé à avoir des modélisations stochastiques, c'est-à-dire traduire les transitions d'une phase à une autre en termes de probabilité. Et là encore, ces représentations ont été construites grâce à des méthodes d'apprentissage telles que celles dont on a entendu parler précédemment. Donc, voilà, on sait qu'on passe, par exemple, de 4 à 5 ou 6 avec une certaine probabilité. Après, on peut avoir des choses qui se situent plus au niveau très opérationnel des trajectoires de l'outil. Et là encore, par exemple, au laboratoire, on a un étudiant qui a fait des expérimentations. On avait différents exercices donc de laparoscopie avec les 2 mains. Donc, les tracés rouges, c'est peut-être la main gauche, et vert, c'est la main droite, ou vice-versa. Ça n'a pas d'importance. Et vous voyez qu'on a des chirurgiens confirmés qui faisaient les exercices et des externes, donc débutants, qui faisaient les mêmes. Alors on s'aperçoit qu'il y a une différence. Hein. Et a priori, ce que font les experts, en l'occurrence, là, est mieux que ce qu'ont fait les externes. Mais au-delà de cette observation, déjà, on peut se poser la question de comment on mesure. Hein, puisque pour pouvoir qualifier, quantifier ça, il faut extraire des choses de ces courbes, des vitesses, de toutes ces choses-là pour pouvoir classer dans novice expert. Et comment on fait pour aider le novice à devenir expert? Donc les critères de qualité sont importants, comment on les mesure sont importants. Et puis l'énorme difficulté, c'est d'intégrer la variabilité, puisque chaque patient est différent. Même si on refaisait la même procédure sur le même patient, on ne ferait pas exactement la même chose. Peut-être à un niveau macroscopique, oui, mais peut-être pas dans le détail. Et donc, vous voyez, il faut compenser, en fait, faire cohabiter la variabilité naturelle du problème avec, il faut
il y a des variabilités qui sont acceptables et d'autres qui sont des erreurs. Et du coup, c'est là qu'il faut être capable de mesurer les choses. Et donc, pour les techniques pour faire ça à l'heure actuelle, donc, là encore, on a aussi beaucoup de travaux qui concernent des images et des vidéos. On a quelquefois, en plus, des informations explicites sur les positions des organes, sur la position des instruments, des vitesses, etc. Et donc, on va avoir deux grands types de techniques. De l'apprentissage automatique avec des réseaux de neurones tels que ceux qu'on vous a présentés, où finalement, là, alors c'est un exemple de collègues à Strasbourg. Là, c'est en radio interventionnelle, et donc dans leur bloc opératoire, il y a des caméras qui sont des caméras RGBD, donc couleur et de profondeur, qui donnent du 3D et de la couleur, qui prennent plusieurs vues, et ces flux vidéo vont être envoyés donc à un réseau de neurones. Alors, pour l'apprentissage, c'est de l'apprentissage supervisé, et donc il va falloir qu'à un moment donné, il y ait des gens qui annotent chacune de ces vidéos pour dire ça c'est telle phase, ça c'est telle phase, etc. La même chose, si on veut dénoter des choses qui sont des incidents, il faut les annoter. Et donc à partir de cet apprentissage, après, l'idée c'est quand vous avez une chirurgie ou un geste qui se réalise, eh bien on sait automatiquement où on en est, on sait si c'est conforme ou si ça ne l'est pas. On peut éventuellement rajouter de l'information contextuelle. Et ensuite, on a d'autres types de méthodes qui sont des modèles d'apprentissage plus explicables. Alors vous voyez, dans les vidéos, on met les vidéos et puis on ne sait pas trop finalement, ils donnent un résultat, mais ce qui se passe à l'intérieur, c'est très boîte noire et on ne sait pas forcément quels sont les déterminants qui ont fait que la classification était ce qu'elle est. Et donc il y a d'autres approches de mes collègues notamment, où là on va avoir un nombre de paramètres très grand, mais qu'on prédéfinit, et puis on utilise de l'apprentissage machine plus old-fashioned, on va dire, des SVM, qui permettent finalement de classifier, là encore, sur la base d'une annotation. Là c'était pour une application en chirurgie de l'obésité, où un truc important, c'est ce qu'on appelle la qualité d'exposition. Donc, vous voyez, c'est même dur à décrire en une phrase, donc encore plus à mesurer, c'est à quel point les organes qu'on vise sont bien présentés, accessibles et tout ça. Et donc là, de la même façon, le SVM va relier finalement les entrées à la classification pour permettre de prédire la qualité sur une nouvelle chirurgie. Et le travail qui était intéressant, c'est que mes collègues sont aussi après revenus avec ça vers les experts pour donner des explications, trouver un sens à quels critères étaient importants, quelle combinaison de critères étaient importants. Donc vous voyez, il y en a un qui est un peu plus ardu. Il faut avoir pensé déjà un petit peu à tous les critères pour après travailler dessus. L'autre est plus facile avec des gros guillemets. Hein. On prend des images, on prend des vidéos et on a un résultat. Mais si vous n'avez pas pris de l'information de base qu'il fallait, qui portait le sens, eh ben, vous ne trouverez pas votre chose. Et donc, les qualités de l'un sont les défauts de l'autre et vice-versa. Donc, il y a certainement une combinaison des choses à faire. Et peut-être une autre chose que je vais faire avant de vous donner ma dernière slide, c'est insister sur le fait qu'on a vu dans les exposés précédents qu'il y avait une problématique de largeur des exemples, de nombre d'exemples pour faire des apprentissages efficaces. Et une des difficultés du domaine médical, c'est qu'on a peu d'exemples. On a des bases de données assez petites, pour des raisons à la fois techniques, que les nombres ne sont pas les mêmes, et aussi à cause de la réglementation qui fait encore que sur tout ce qui est disponible, ce n'est pas facile d'obtenir des choses. Alors si on revient finalement à ma petite question du début sur l'automatisation du geste, alors il faut se poser la question de est-ce qu'on veut automatiser ? Jusqu'à quel point? Est-ce que c'est utile? Quand est-ce que c'est utile? Et vous avez vu, ça nécessite de comprendre et de modéliser le geste humain, et c'est d'une grande difficulté. Et ça pose des questions autres qui sont quelle place on laisse à l'utilisateur? Est-ce qu'il est capable de s'approprier ça? Est-ce qu'il est capable d'interagir avec les systèmes? Quand le système est très automatique, quelle place il a?
Est-ce qu'il perd des compétences? Ça, c'est une question qu'on a sur toutes les technologies qui nous facilitent la vie. Est-ce qu'on perd des compétences? Est-ce que c'est un problème ou pas? Et puis, dans le cadre médical, il y a toute la question, évidemment, de la sécurité, de la responsabilité. Donc, les aspects éthiques et réglementaires sont hyper importants. Et je vous remercie. Et j'avais juste mis cette petite citation qui est très vieille, qui date de l'IA des temps anciens, où il y avait un monsieur qui s'appelle Hubert Dreyfus, qui était au MIT, qui n'était vraiment pas convaincu que l'IA aurait un futur, et qui disait une des problématiques, c'est que dans l'intelligence, il y a la capacité d'interaction avec le réel, donc le réel physique et le réel des autres, et que donc, pour que l'ordinateur sache être intelligent, il fallait lui donner ces capacités-là. La robotique, c'est donner un corps à un ordinateur, et donc c'est une merveilleuse opportunité d'aller plus loin dans ces domaines-là. Et je vous remercie.